Madame Langlois, votre fille n'a pas survécu aux complications. Ces mots-là, je les entends encore. Chaque nuit, chaque matin. Ils sont gravés dans ma poitrine comme une cicatrice qui ne guérit jamais. Je m'appelle Colette Langlois. J'ai 62 ans. Et ce soir, 2 ans après cette nuit terrible, je me décide enfin à raconter ce qui s'est vraiment passé. Pas pour me justifier, pas pour demander pardon, mais parce que le silence pèse trop lourd et que peut-être, quelque part, une mère comprendra ce que j'ai mis tant de temps à comprendre moi-même. Tout a commencé un soir de septembre, un mardi. Il était 22 heures passées. J'étais dans mon salon, à Neuilly, un verre de tisane à la main. La télévision murmurait doucement. Dehors, la pluie cognait contre les vitres. Et puis mon téléphone a vibré. Adrien, mon gendre, le mari de ma fille Estelle. J'ai décroché immédiatement. « Madame Langlois !» Sa voix tremblait. Ce n'était pas une voix d'homme, c'était une voix brisée, étranglée par quelque chose de terrible. « Madame, il y a eu des complications. Estelle, elle n'a pas survécu. Le monde s'est arrêté. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Mon corps tout entier s'est figé. Mes doigts se sont crispés sur le téléphone. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Adrien, qu'est-ce que tu me dis? Le parto. Il y a eu une hémorragie. Les médecins ont tout essayé. Je suis désolée, je suis tellement désolée. J'ai raccroché. Ou peut-être que c'est lui. Je ne sais plus. Je me suis levée. J'ai attrapé mon manteau, mon sac. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber mes clés 2 fois avant de réussir à les ramasser. Dans mon sac, j'ai senti sous mes doigts cette vieille photo que je garde toujours avec moi. Une photo d'Estelle enfant. 5 ans, robe blanche, sourire timide. Je l'ai serrée contre ma poitrine, comme si ce geste pouvait ramener ma fille. 20 minutes plus tard, j'étais devant la clinique privée de Levallois. Une belle bâtisse discrète, tout en pierre claire, celle que j'avais choisie moi-même pour Estelle. La meilleure, maman. Tu as toujours voulu le meilleur pour moi. J'ai traversé le hall en courant. L'infirmière de nuit a levé les yeux, surprise. Madame Langlois? Ma fille. Estelle Moreau. Où est-elle? 3e étage, chambre 312. J'ai pris l'ascenseur. Mes jambes ne me portaient plus. Mon cœur cognait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai couru dans le couloir. Et là, devant la porte de la chambre, il y avait Adrien. Il était debout, immobile, les mains dans les poches, le visage fermé. Quand il m'a vu, il a fait un pas en avant, pour me barrer le passage. « Madame, vous ne devez pas entrer maintenant. »« Quoi? S'il vous plaît, faites-moi confiance. Adrien, laisse-moi passer. C'est ma fille. Je sais, mais vous ne devez pas la voir comme ça. Pas maintenant. Laissez-nous un peu de temps, s'il vous plaît. » Quelque chose dans sa voix, quelque chose ne collait pas. Il ne pleurait pas. Ses yeux étaient secs. Et surtout, il y avait dans son regard quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Quelque chose de froid, quelque chose de calculé. « Adrien, pousse-toi. Madame, je vous en supplie. Faites-moi confiance. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti un frisson glacé me traverser. Il me ment. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas comment. Mais chaque cellule de mon corps me criait que quelque chose n'allait pas. J'ai reculé d'un pas. « D'accord, je vais prendre un café. Je reviens dans 1 heure. Merci, madame. Merci. » Je suis repartie vers l'ascenseur, mais je n'ai pas quitté la clinique. Je me suis assise dans le hall. J'ai attendu. 1 heure, 2 heures, et à 3 heures du matin, quand tout le monde dormait, je suis remontée. Par l'escalier de service. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. J'ai monté ces marches 1 à 1, le cœur battant comme un tambour. L'escalier de service sentait le désinfectant et la poussière. Mes talons résonnaient trop fort sur le béton. À chaque étage, je m'arrêtais pour écouter. Personne. Au 3e étage, j'ai poussé la porte avec précaution. Le couloir était plongé dans la pénombre. Seules quelques veilleuses diffusaient une lumière bleutée. La chambre 312 était au fond, à gauche. J'ai avancé sans bruit. Mon corps tremblait. Pas de peur, de rage, de confusion, d'un mélange de tout cela. Devant la porte, j'ai retenu ma respiration. Et j'ai collé mon oreille contre le bois. Rien. Puis, une voix, faible, étouffée. La voix d'Estelle.
Ne peux plus, Adrien. Je ne peux plus. Mon sang s'est glacé. Ma fille était vivante. J'ai fermé les yeux. Mes jambes ont failli me lâcher. J'ai posé ma main contre le mur pour ne pas tomber. Dans ma tête, tout tourbillonnait. Vivante. Elle est vivante. Mais alors, pourquoi? J'ai continué d'écouter. 30 ans, Adrien. 30 ans à vivre la vie qu'elle a choisie pour moi. Ces mots-là, je ne les oublierai jamais. La vie qu'elle a choisie pour moi. J'aurais dû frapper à cette porte. J'aurais dû entrer, exiger des explications. Mais je n'ai pas pu. Quelque chose m'a cloué sur place. Quelque chose de lourd. Quelque chose qui ressemblait à de la honte. Je suis reparti comme j'étais venu, par l'escalier de service, sans bruit, sans un mot. Une fois dans ma voiture, j'ai posé mon front contre le volant. Et là, pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Pas de soulagement, pas de joie, de douleur, parce que j'avais compris. Pas tout, mais assez. Ma fille avait mis en scène sa propre mort, pour m'échapper. Pendant tout le trajet du retour vers Neuilly, j'ai roulé comme une automate. Les rues étaient vides. Paris dormait. Moi, je ne dormirai plus jamais de la même façon. Arrivé chez moi, j'ai allumé toutes les lumières du salon. J'ai sorti cette photo d'Estelle de mon sac. Cette petite fille de 5 ans, avec sa robe blanche et son sourire timide. Je l'ai regardée longtemps, et malgré moi, les souvenirs sont remontés. Tous, comme une vague. Estelle est née en 1993, un printemps radieux. Mon mari, Philippe, était encore là. Nous habitions déjà Neuilly, une belle maison avec jardin. Tout était en ordre. Tout était parfait. Philippe travaillait dans la finance. Moi, j'avais arrêté mon poste de directrice commerciale pour élever notre fille. Un enfant a besoin de sa mère, disait Philippe. Et j'étais d'accord. Estelle était une enfant douce, trop douce peut-être. Elle ne pleurait jamais, ne réclamait rien. Elle me regardait avec ses grands yeux clairs, comme si elle attendait toujours mon approbation avant de faire quoi que ce soit. Je me souviens de ses premiers pas. Elle avait 1 an. Nous étions dans le jardin. Elle s'est levée, a fait 3 pas vers moi, puis elle est tombée. Elle ne pleurait pas. Elle me regardait, comme pour me demander « Est-ce que j'ai bien fait, maman ?» J'ai compris ce jour-là qu'elle serait facile à guider. Philippe est mort quand Estelle avait 8 ans. Crise cardiaque, brutale, en pleine réunion. On me l'a annoncé par téléphone. Je me rappelle avoir posé le combiné très doucement, comme si le geste pouvait effacer la nouvelle. Estelle était à l'école. Quand je suis allée la chercher, je lui ai dit simplement « Papa ne rentrera pas ce soir, ni demain, ni jamais ». Elle n'a pas pleuré. Elle a hoché la tête, et elle a pris ma main. À partir de ce jour, nous n'étions plus que 2, et j'ai décidé que rien ne lui arriverait. Jamais. Estelle a grandi comme une plante bien taillée. École privée, piano, danse classique, cours d'anglais avec une professeure britannique. Elle n'a jamais protesté, jamais demandé autre chose. Quand elle a eu 15 ans, elle a ramené à la maison un garçon de sa classe, Julien, un adolescent maigre avec des cheveux trop longs et un sourire un peu trop sûr de lui. Je l'ai reçu poliment. Je leur ai servi du thé et des biscuits. Puis, quand il est parti, j'ai dit à Estelle « Ce garçon n'est pas pour toi. » « Pourquoi, maman ? » « Parce que je le sais. Fais-moi confiance. » Elle n'a plus jamais parlé de Julien. À 18 ans, elle voulait étudier les beaux-arts. Elle passait ses dimanches à dessiner dans sa chambre. Des portraits, surtout. Des visages tristes, avec des ombres profondes. Tu as un talent, ma chérie. Mais tu sais, l'art ne nourrit pas. Regarde autour de toi. Les artistes vivent dans la précarité. Mais j'aime dessiner, maman. Et moi, je t'aime. C'est pour ça que je te dis la vérité. Fais des études sérieuses. Commerce, gestion. Après, tu dessineras autant que tu voudras. Elle a baissé les yeux. Puis, elle a hoché la tête. Elle s'est inscrite à l'ESSEC. Quand elle a eu 23 ans, elle a rencontré un jeune homme, Mathieu, un musicien, guitariste dans un groupe qui jouait dans des bars. Il était doux, drôle, et Estelle semblait heureuse. Je l'ai invité à dîner. Une seule fois. Pendant tout le repas, je l'ai observé. Il parlait de ses concerts, de ses projets, de sa passion. Il avait des étoiles dans les yeux, mais pas d'argent dans les poches. Après son départ, j'ai dit à Estelle, « Il est charmant, mais il n'a pas d'avenir. Maman, tu mérites quelqu'un de stable, de sérieux, quelqu'un qui pourra te donner une vie confortable, pas quelqu'un qui court après des rêves. » 3 mois plus tard, elle m'a annoncé qu'elle avait rompu avec Mathieu.
Je me suis dit que j'avais bien fait. À 28 ans, elle a rencontré Adrien, un avocat, brillant, élégant, issu d'une bonne famille de Lyon. Tout ce que j'espérais pour elle. Il venait dîner à la maison chaque dimanche. Il me parlait avec respect. Il apportait des fleurs. Il demandait mon avis sur tout. « Madame Langlois, que pensez-vous de ce vin ?»« Madame Langlois, Estelle m'a dit que vous aimiez l'opéra. Nous avons réservé pour Traviata samedi prochain. » Oui, Adrien savait comment me plaire. Ils se sont mariés en juin 2022. Une cérémonie magnifique à Versailles, 150 invités, robe sur mesure. Tout était parfait. Ce jour-là, en regardant Estelle marcher vers l'hôtel, j'ai pensé « Voilà, j'ai réussi. Elle est en sécurité. » Mais en y repensant aujourd'hui, dans ce salon silencieux, avec cette photo d'enfant dans les mains, je comprends enfin. Elle ne marchait pas vers l'hôtel. Elle marchait vers une cage. Et c'est moi qui en tenais la clé. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon fauteuil. Cette photo d'Estelle, posée sur mes genoux, à regarder les lumières de Paris s'éteindre une à une. Au petit matin, mon téléphone a vibré. Un message d'Adrien. « Madame Langlois, je suis désolée pour hier soir. Tout s'est passé si vite. Estelle repose maintenant. Les obsèques auront lieu vendredi. Je vous tiendrai informé. » J'ai relu ce message 10 fois. Chaque mot était calculé, froid, impersonnel. Les obsèques. Il allait jusqu'au bout de cette mascarade. J'aurais dû répondre. J'aurais dû l'appeler. Hurler. Exiger la vérité. Mais quelque chose m'en empêchait. Une voix intérieure me disait « Attends, observe, comprends d'abord. » Alors j'ai fait ce que je fais toujours quand je ne sais plus où j'en suis. J'ai repensé au début. Après leur mariage en juin 2022, Estelle et Adrien se sont installés dans un appartement du 16e arrondissement. Un 3 pièces lumineux avec vue sur le Trocadéro. Je les avais aidés pour la compte. C'est normal, ma chérie. Une mère aide sa fille. Les premiers mois, tout semblait aller bien. Estelle venait déjeuner chez moi tous les mercredis. Nous parlions de tout et de rien. Enfin, surtout de moi. De mes projets, de mes sorties, de mes amis. Elle écoutait, souriait, hochait la tête. Mais en y repensant aujourd'hui, je réalise qu'elle ne racontait presque rien d'elle-même. Un mercredi d'octobre 2022, elle est arrivée avec une mine différente, fatiguée, les traits tirés. « Tu es malade, ma chérie ?»« Non, maman. Juste un peu fatiguée. Le travail. » Elle travaillait dans une agence de communication. Un poste que j'avais trouvé pour elle, grâce à une relation. Un bon poste, stable, bien payé. « Tu travailles trop, tu devrais lever le pied. » Peut-être. Elle a picoré dans son assiette, à peine touché le dessert. Puis elle est partie plus tôt que d'habitude. Adrien m'attend. On a rendez-vous chez le médecin. Rien de grave? Non, non, juste un contrôle. Elle a embrassé ma joue, et je me souviens d'avoir pensé, elle sent différent. Pas son parfum habituel, quelque chose de plus doux, presque fade. En novembre, elle a arrêté de venir le mercredi. Elle disait avoir trop de travail, trop de réunions, trop de tout. Nous parlions au téléphone, brièvement. Toujours elle qui raccrochait en premier. « Pardon, maman, j'ai une autre ligne. »« Pardon, maman, Adrien m'appelle. »« Pardon, maman, je suis fatiguée. »« Pardon, pardon, pardon. » Ce mot revenait sans cesse. Et puis un soir de décembre, elle m'a annoncé la nouvelle, par téléphone, pas en face. « Maman, je suis enceinte. » J'ai crié de joie. J'ai pleuré. J'ai dit que c'était merveilleux, que j'allais être grand-mère, que tout était parfait. « Tu es contente, ma chérie ?» Un silence. « Oui, maman, je suis contente. » Mais sa voix ne l'était pas. Sa voix était plate, éteinte. Adrien est fou de joie. On va commencer à préparer la chambre du bébé. Bien sûr, je vais t'aider. On ira ensemble choisir les meubles, les couleurs, tout. Merci, maman. Encore ce mot. Merci. Mais il sonnait creux. En janvier 2023, je suis allée chez eux pour voir la fameuse chambre du bébé. Adrien m'a ouvert, souriant, chaleureux. « Madame Langlois, entrez, entrez. Estelle est dans la chambre. » Je suis entrée. L'appartement sentait la peinture fraîche. Adrien m'a guidée vers une petite pièce au fond du couloir. Estelle était là, debout devant un mur blanc, un pinceau à la main. « Bonjour, maman. » Elle s'est retournée. Son ventre commençait à s'arrondir. Elle portait un vieux pull trop grand.
Ses cheveux étaient attachés n'importe comment. « Tu peins toi-même? Mais pourquoi? On aurait pu faire venir quelqu'un? J'aime bien le faire, ça me détend. Mais dans ton état? Je vais bien, maman. » J'ai regardé le mur. Elle avait commencé à peindre des formes, des oiseaux, des branches, un ciel. C'est joli. Mais tu sais, il existe des stickers magnifiques, plus simples, plus nets. Elle a baissé les yeux. Je préfère le faire moi-même. Comme tu veux, ma chérie. Mais je voyais bien qu'elle se crispait, qu'elle attendait que je parte. Adrien nous a servi du thé. Nous avons parlé de la grossesse, du prénom, du médecin, de la clinique. J'ai pris rendez-vous à Levallois, la meilleure clinique de la région. Estelle a acquiescé sans un mot. « Tu es d'accord, ma chérie? »« Oui, maman. » Mais elle ne me regardait pas. Elle fixait sa tasse. Les mois ont passé. Février, mars, avril, mai. Estelle répondait de moins en moins au téléphone. Quand elle décrochait, elle était toujours pressée. « Pardon, maman, je dois raccrocher. »« Pardon, maman, j'ai un rendez-vous. » En juin, je lui ai proposé de venir passer quelques jours chez moi. Pour te reposer, te changer les idées. « Non, merci, maman. Adrien prend soin de moi. Mais je suis ta mère. C'est normal que je sois là. Je sais, maman. Mais tout va bien. Vraiment. » Quelque chose dans sa voix, quelque chose que je n'arrivais pas à saisir. De la lassitude. Ou de la résignation. En juillet 2023, Adrien m'a appelé. « Madame Langlois, Estelle ne se sent pas très bien. Elle a besoin de repos. Elle préfère rester à la maison. Ne pas recevoir de visite pour le moment. »« Mais je suis sa mère !»« Je sais, mais elle est fatiguée. Le médecin a recommandé le calme. Comprenez-la, s'il vous plaît. » J'ai raccroché, furieuse et inquiète. J'ai essayé de rappeler Estelle. Elle n'a pas décroché. J'ai laissé des messages. Rien. Pendant 2 semaines, plus de nouvelles. Et puis un soir d'août, elle m'a envoyé un message. « Pardon, maman, je vais bien. Le bébé va bien. Ne t'inquiète pas, je t'appellerai bientôt. Pardon. » Toujours ce mot. En septembre, j'ai reçu un faire-part. Adrien m'informait que l'accouchement était prévu pour la dernière semaine du mois. Tout était organisé. Clinique de Levallois. Équipe médicale au complet. J'ai relu ce faire-part plusieurs fois. C'était formel, distant, comme une convocation. Le 24 septembre au soir, je lui ai envoyé un message. « Ma chérie, je pense à toi. Courage, tout va bien se passer. Je t'aime. » Pas de réponse. Le 25, rien. Le 26, rien. Et puis le 27 septembre, à 22h, ce coup de téléphone. « Madame Langlois, votre fille n'a pas survécu aux complications. » Assise dans mon salon, à l'aube de ce mercredi 28 septembre 2023, j'ai tout repassé dans ma tête. Les signes étaient là, tous. Son silence, sa fatigue, ses excuses, son retrait. Elle ne s'éloignait pas de moi par hasard. Elle préparait sa fuite. Et moi, aveugle, je n'avais rien vu. Ou plutôt, je n'avais pas voulu voir. Ce mercredi matin, 28 septembre 2023, je me suis regardé dans le miroir de ma salle de bain. J'avais les yeux rouges, les traits tirés, les cheveux en désordre. Je ressemblais à une femme qui venait de perdre sa fille. Mais je savais la vérité. Ma fille était vivante, quelque part, cachée, et elle ne voulait plus de moi dans sa vie. J'aurais dû être soulagée, j'aurais dû être heureuse, mais tout ce que je ressentais, c'était une douleur sourde, une douleur qui ne venait pas de la perte, mais de la compréhension. Elle a préféré mourir plutôt que de me dire non. J'ai passé la journée à tourner en rond dans ma maison. Je ne savais pas quoi faire. Appeler Adrien, retourner à la clinique, confronter Estelle. Non, quelque chose me retenait. Une peur, une honte, une intuition que si j'agissais maintenant, je perdrais tout définitivement. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand je suis perdue. J'ai essayé de comprendre, de remonter le fil, de trouver le moment exact où tout a basculé. Et pour cela, il fallait que je regarde en arrière, bien plus loin que septembre, bien plus loin que la grossesse. Il fallait que je regarde toutes ces années où j'ai cru bien faire. Estelle avait 16 ans quand elle a commencé à se dessiner elle-même. C'était en 2009. Je m'en souviens parce que c'était l'année de la crise financière. Mes placements avaient chuté. J'étais anxieuse, tout le temps. Un soir, je suis entrée dans sa chambre sans frapper. Elle était assise à son bureau, un carnet devant elle. Elle dessinait. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle a sursauté, refermé le carnet d'un geste vif,
Rien, maman. Mes devoirs. Montre-moi. Non, c'est personnel. Estelle. Montre-moi. Elle a baissé les yeux, ouvert le carnet. À l'intérieur, des dizaines de portraits. D'elle. Toujours elle. Mais différente. Les cheveux lâchés, les yeux fermés, ou ouverts, mais perdus dans le vide. Pourquoi tu dessines ça? Je ne sais pas, j'aime bien. C'est morbide. Tu te dessines comme une morte. Mais non, maman. Si, regarde. On dirait que tu n'es pas là, que tu es absente. Elle a refermé le carnet. C'est juste des dessins. Je préfère que tu dessines autre chose. Des paysages, des fleurs, quelque chose de joyeux. Elle n'a rien répondu. Quelques jours plus tard, je suis retournée dans sa chambre. Le carnet n'était plus là. Je ne l'ai plus jamais revu. Aujourd'hui, je comprends ce que signifiaient ces dessins. C'était un appel au secours. Et je l'ai ignoré. À 19 ans, Estelle a eu son baccalauréat avec mention très bien. Tout le monde la félicitait. Moi, la première. Tu vois? Tous ces efforts ont payé. Tu vas pouvoir aller où tu veux. Oui, maman. Tu as déjà réfléchi à ton orientation? Un silence. J'aimerais bien essayer les beaux-arts. On en a déjà parlé, ma chérie. Je sais, mais... Mais quoi? Tu veux finir comme ces artistes qui vivent dans des studios minuscules et qui vendent leurs toiles au marché aux puces? Non, mais... Alors fais des études sérieuses. Après, tu feras ce que tu veux. Mais d'abord, assure ton avenir. Elle a hoché la tête. Encore une fois. En septembre 2012, elle est entrée à l'ESSEC. École de commerce, filière gestion et management. Elle rentrait chaque week-end. Elle ne parlait jamais de ses cours, jamais de ses amis. Ça se passe bien, ma chérie? Oui, maman. Tu t'es fait des amis? Oui. Tu sors un peu? Un peu. Toujours les mêmes réponses. Courtes, neutres. Je me disais qu'elle était sérieuse, concentrée, que c'était bien. Mais en vérité, elle s'éteignait. En 2015, elle a obtenu son diplôme. J'étais si fière. J'ai organisé une grande fête à la maison. Tous mes amis étaient là. Ils la félicitaient. Elle souriait, poliment. Alors, Estelle, quels sont tes projets? Je cherche un poste en communication. Parfait. Avec ton profil, tu vas trouver facilement? Elle hochait la tête, souriait, disait merci. Mais le soir, quand tout le monde est parti, je l'ai trouvée dans le jardin, assise sur le banc, seule, le regard perdu. Tu ne viens pas te coucher? Si, maman, j'arrive. Tout va bien? Oui, tout va bien. Mais sa voix tremblait. J'aurais dû m'asseoir à côté d'elle. J'aurais dû lui demander ce qu'elle ressentait vraiment. Pas ce qu'elle pensait que je voulais entendre. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que dans le fond, j'avais peur de la réponse. Un mois plus tard, en juillet 2015, elle a rencontré Mathieu. Je me souviens du jour où elle me l'a présenté. C'était un samedi. Ils sont arrivés ensemble en scooter, lui avec sa guitare sur le dos, elle avec un sourire que je ne lui avais pas vu depuis longtemps. Un vrai sourire. Pendant le dîner, Mathieu parlait de sa musique, de ses concerts, de ses rêves. Il avait cette énergie brute, cette passion qui déborde. Estelle le regardait avec des yeux que je ne connaissais pas, des yeux vivants. Après leur départ, je me suis dit « Non, pas lui. Pas parce qu'il était méchant, pas parce qu'il était bête, mais parce qu'il représentait tout ce que j'avais toujours fui. L'incertitude, le risque, le chaos. Alors j'ai fait ce que je faisais toujours. J'ai agi pour son bien. La première fois, c'était subtil. Une remarque par-ci, une inquiétude par-là. Il est sympathique, ce Mathieu. Mais dis-moi, il gagne sa vie comment? Il donne des cours de guitare. Et il joue dans des bars. Ah, et ça suffit? Pour l'instant, oui. Pour l'instant. Un silence. Tu sais, ma chérie, un couple, c'est aussi une question de stabilité, d'avenir. Je sais, maman. Je ne dis pas qu'il n'est pas quelqu'un de bien. Mais tu mérites mieux. Mieux comment? Quelqu'un qui pourra te donner une vraie sécurité, une vraie vie. Elle n'a rien répondu. Mais les semaines suivantes, je sentais qu'elle se renfermait. Elle ne parlait plus de Mathieu. Elle ne souriait plus. Et puis un soir de novembre 2015, elle m'a appelée. « Maman, j'ai rompu avec Mathieu. »« Oh, pourquoi ?»« Parce que tu avais raison, ça ne menait nulle part. » Sa voix était plate, morte. « Tu as bien fait, ma chérie, tu verras. C'est pour le mieux. »« Oui, maman. » Elle a raccroché. Et moi, j'ai pensé que j'avais gagné. Mais aujourd'hui, assise dans mon salon avec cette photo d'Estelle enfant dans les mains, je comprends enfin. Je n'ai rien gagné. J'ai tout volé.
son sourire, sa passion, sa liberté. Et elle, pendant toutes ces années, elle a encaissé, en silence, parce qu'elle pensait que c'était ça, l'amour. Se nier, se taire, obéir. Et quand elle n'a plus pu, elle n'a pas osé me dire non. Elle a préféré mourir. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? J'ai passé toute la journée du 28 septembre enfermée chez moi. Le téléphone a sonné plusieurs fois. Des amis, des voisines. Elles avaient appris la nouvelle. Elles voulaient me présenter leurs condoléances. J'ai laissé sonner. Comment leur expliquer? Comment leur dire que ma fille n'était pas morte, mais qu'elle avait choisi de disparaître? Que j'étais en deuil, non pas d'une personne, mais d'une illusion. L'illusion que j'avais été une bonne mère. Le soir est tombé. J'ai regardé l'heure. 20 heures, puis 21 heures, puis 22 heures. Et soudain, j'ai su ce que je devais faire. Je devais retourner là-bas, pas pour confronter Estelle, pas pour exiger des explications, mais pour comprendre. Vraiment comprendre. J'ai attrapé mon manteau, mon sac, cette photo que je n'arrivais plus à lâcher, et je suis montée dans ma voiture. À 23 heures, j'étais de nouveau devant la clinique de Levallois. Le hall était silencieux. L'infirmière de nuit n'était pas la même que la veille. Une jeune femme brune avec des lunettes. « Bonsoir, puis-je vous aider ?»« Je viens voir ma fille, Estelle Moreau, chambre 312. » Elle a vérifié sur son ordinateur. Puis elle a froncé les sourcils. « Madame Moreau a quitté la clinique cet après-midi. » Mon cœur s'est arrêté. « Comment ça, quitter ? Elle est partie avec son mari, vers 15 heures. Mais elle vient d'accoucher. » « Oui, tout s'est bien passé. Le bébé va bien. Ils ont demandé une sortie anticipée. J'ai dû m'appuyer contre le comptoir pour ne pas tomber. Le bébé va bien ? Oui, madame. Un petit garçon, 3 kilos de sang. En parfaite santé. Un garçon. J'avais un petit-fils. Et je ne le verrai jamais. Je suis sortie de la clinique comme une somnambule. Mes jambes tremblaient. Ma tête tournait. Ils étaient repartis. Vraiment partis. Estelle avait accouché. Le bébé allait bien. Et quelques heures plus tard, ils avaient disparu. Tout avait été planifié. Minutieusement, froidement. Et moi, comme une idiote, j'avais attendu. Observé. Réfléchi. J'aurais dû agir la nuit dernière. J'aurais dû frapper à cette porte. Entrer. Exiger la vérité. Mais je ne l'avais pas fait. Parce que, au fond, j'avais peur. Peur de ce qu'elle me dirait. Peur de ce que je verrais dans ses yeux. De retour chez moi, j'ai allumé mon ordinateur. J'ai cherché leur numéro. Appelé. Personne n'a répondu. J'ai envoyé un message à Estelle. « Ma chérie, l'infirmière m'a dit que tu étais sortie. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je veux te voir. Je veux voir mon petit-fils. S'il te plaît. Appelle-moi. » Aucune réponse. J'ai attendu 1 heure. 2 heures. Rien. Alors j'ai appelé Adrien. 1 fois. 2 fois. 10 fois. Messagerie vocale. « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Adrien Moreau. Laissez un message. Adrien, c'est Colette. Je sais qu'Estelle va bien. Je sais que le bébé va bien. Je ne comprends pas ce qui se passe. Appelle-moi, s'il te plaît. » Mais je savais qu'il ne rappellerait pas. Les jours suivants ont été un cauchemar. Le vendredi 30 septembre, Adrien a envoyé un message collectif aux proches. C'est avec une immense douleur que nous vous informons du décès d'Estelle Moreau, survenu le 27 septembre lors de complications post-partum. Les obsèques auront lieu dans l'intimité familiale. Merci de respecter notre deuil. L'intimité familiale, quel cynisme. J'ai relu ce message 100 fois. Chaque mot était un coup de poignard. Il maintenait le mensonge, jusqu'au bout. Et tous nos proches, nos amis, nos voisins le croyaient. Les messages de condoléances ont afflué. Sur mon téléphone, sur ma messagerie, chez moi, des fleurs, des cartes, des plats préparés. Courage, Colette, nous pensons à vous. Quelle tragédie. Je souriais, je remerciais, je jouais le rôle de la mère endeuillée. Parce que comment leur expliquer la vérité sans passer pour folle? Le dimanche 2 octobre, ma sœur Marguerite est venue de Bordeaux. Elle a sonné à ma porte à 10 heures du matin. Je n'ai pas eu le choix. J'ai ouvert. Colette, ma pauvre chérie. Elle m'a serré dans ses bras. Elle sentait son parfum habituel. Chanel numéro 5, celui que notre mère portait. Je suis venue dès que j'ai pu. Comment vas-tu? Je tiens le coup. Bien sûr que non. Personne ne tient le coup après ça. Elle est entrée, a posé son sac, préparé du café. Raconte-moi. Comment c'est arrivé?
C'était rapide, une hémorragie. Les médecins n'ont rien pu faire. Et le bébé? Il va bien. Dieu merci. Au moins, il te reste lui. J'ai baissé les yeux. Non, Adrien, il est parti. Comment ça, parti? Il a quitté Paris, avec le bébé. Il dit qu'il a besoin de temps, de s'éloigner. Marguerite a froncé les sourcils. Il t'a enlevé ton petit-fils? Ce n'est pas comme ça. Il souffre. Mais toi aussi tu souffres. Tu es la grand-mère. Tu as des droits. Je sais. Tu devrais appeler un avocat? Non, pas maintenant. Laissons-lui du temps. Elle m'a regardé longuement, puis elle a soupiré. Tu es trop bonne, Colette. Toujours trop bonne. Trop bonne. Si elle savait. Marguerite était restée 3 jours. Elle cuisinait, rangeait, parlait de tout et de rien. Elle voulait me distraire, me changer les idées. Mais moi, je pensais à Estelle. Où était-elle? Dans quelle ville? Dans quel pays? Avait-elle changé de nom? De vie? Son fils allait-il grandir en pensant que sa grand-mère maternelle était morte? Et moi, allais-je vivre le reste de ma vie avec ce mensonge? Le mercredi 5 octobre, Marguerite est repartie à Bordeaux. Je me suis retrouvée seule, vraiment seule. J'ai passé des heures à regarder cette photo d'Estelle. 5 ans, robe blanche, sourire timide. Cette petite fille qui me regardait comme si j'étais tout son univers. Quand avait-elle cessé de me regarder comme ça? À quel moment avais-je perdu sa confiance? À 16 ans, quand j'avais jugé ses dessins morbides. À 18 ans, quand j'avais tué son rêve des beaux-arts. À 23 ans, quand j'avais chassé Mathieu. Ou bien avant, bien avant. Peut-être dès le début. Peut-être dès le jour où j'avais décidé que je savais mieux qu'elle ce qui était bon pour elle. Un soir, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai tapé. Comment retrouver quelqu'un qui a disparu? Des pages et des pages de résultats. Détective privé, réseaux sociaux, base de données. J'aurais pu la chercher, la traquer, la retrouver. Mais à quoi bon? Si je la retrouvais, que lui dirais-je? Pardon d'avoir été étouffante? Pardon d'avoir décidé de ta vie à ta place? Pardon de ne pas t'avoir écouté? Elle le savait déjà, et elle avait choisi de partir. De mourir symboliquement pour renaître loin de moi. Cette nuit-là, j'ai pleuré, vraiment pleuré. Pour la première fois depuis des années. Pas des larmes de colère, pas des larmes de pitié, des larmes de honte. Parce que j'avais compris. Ma fille n'était pas partie à cause d'Adrien. Elle était partie à cause de moi. Les semaines ont passé. Octobre, puis novembre, puis décembre 2023. Le monde continuait de tourner. Les gens continuaient de vivre. Moi, j'étais figée dans ce mensonge. Chaque matin, je me réveillais en pensant « Aujourd'hui, je vais la retrouver ». Et chaque soir, je me couchais en sachant que je ne le ferais pas. Parce que la retrouver signifiait la perdre vraiment. En décembre, j'ai reçu une lettre, une enveloppe blanche, sans expéditeur, postée de Lyon. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Lyon, la ville d'origine d'Adrien. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une seule feuille. Une écriture que je connaissais par cœur. L'écriture d'Estelle. Maman, je sais que tu as compris. Je sais que tu sais. Je ne vais pas te demander pardon. Parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour survivre. Pendant 30 ans, j'ai vécu la vie que tu voulais pour moi. J'ai étudié ce que tu voulais, aimé qui tu approuvais, rêvé ce que tu permettais. Et un jour, je me suis réveillée enceinte, et j'ai compris que si je restais, mon fils vivrait la même chose. Tu choisirais son école, ses amis, ses passions, sa vie, et je ne pouvais pas, je ne pouvais plus. Alors oui, j'ai menti. J'ai mis en scène ma propre mort, parce que c'était la seule façon de partir sans que tu me suives. Tu m'as toujours dit que tu faisais ça par amour, et peut-être que c'est vrai. Mais ton amour, maman, il étouffait. Je ne te déteste pas, je ne t'en veux même pas, parce que je sais que tu as fait ce que tu pensais être juste. Mais maintenant, je dois faire ce que je pense être juste pour moi. Et pour mon fils, ne me cherche pas. S'il te plaît, un jour, peut-être nous nous reverrons. Quand j'aurai appris à dire non sans avoir à mourir pour ça. Estelle, j'ai relu cette lettre 100 fois, 1000 fois. Chaque mot était une lame. Ton amour étouffait. J'ai pleuré, longtemps, sans bruit, comme on pleure quand on sait qu'on a perdu quelque chose qu'on ne retrouvera jamais. Mais au milieu de cette douleur, il y avait aussi quelque chose d'autre, un soulagement. Parce qu'enfin, elle m'avait dit la vérité. Enfin, elle m'avait dit non.
Les mois suivants, j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai regardé en arrière, vraiment regardé, pas pour me justifier, pas pour me dire que j'avais bien fait, mais pour comprendre d'où venait ce besoin de tout contrôler. Ma propre mère, Geneviève, était une femme autoritaire, froide, exigeante. Elle avait grandi pendant la guerre. Elle avait connu la faim, la peur, l'incertitude. Et quand elle a eu des enfants, Marguerite et moi, elle a décidé que nous ne manquerions de rien. Jamais. Mais ce rien incluait aussi la liberté. Nous devions être parfaites, polies, silencieuses, obéissantes. On ne contredit pas sa mère. On ne pleure pas pour un rien. On ne montre pas ses émotions. Marguerite a fini par se rebeller. À 18 ans, elle est partie étudier à Bordeaux. Elle a épousé un homme que ma mère détestait. Elle a coupé les ponts. Moi, je suis restée. La fille sage, la fille parfaite. J'ai fait exactement ce que ma mère voulait. J'ai épousé Philippe, un homme respectable, stable, issu d'une bonne famille. Et quand Estelle est née, je me suis jurée de ne pas être comme ma mère. Je me suis jurée d'être douce, aimante, présente. Mais au fond, j'avais juste changé la forme, pas le fond. Je me souviens d'une conversation avec Marguerite. C'était en janvier 2024. Elle était venue passer le week-end. Nous étions assises dans mon salon. Elle buvait son thé. Moi, je fixais cette photo d'Estelle. Tu la regardes souvent? Oui. Tu penses à elle? Tout le temps. Un silence. Colette, tu crois vraiment qu'elle est morte? Mon cœur s'est arrêté. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que quelque chose ne colle pas. Adrien qui disparaît. Aucune trace. Aucune tombe. Il voulait une cérémonie privée. Oui, mais quand même. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Si elle était vivante, si elle avait tout mis en scène, tu ferais quoi? J'ai baissé les yeux. Je ne sais pas. Tu la chercherais? Non. Pourquoi? Parce que, si elle est partie, c'est qu'elle avait ses raisons. Marguerite a posé sa tasse. Tu sais, Colette, toute notre vie, on a essayé de ne pas être comme maman. Mais au final, on l'a été quand même. Moi, j'ai fui. Toi, tu as contrôlé. Je n'ai pas contrôlé. Si, tu as fait exactement ce qu'elle faisait. Tu as décidé pour Estelle. Toujours. Je voulais juste la protéger. Oui, comme maman voulait nous protéger. Ces mots sont restés gravés en moi longtemps après son départ. En février 2024, j'ai commencé à voir une psychologue, Dr Isabelle Moreau, une femme d'une 50aine d'années, au regard bienveillant. La première séance, j'ai raconté toute l'histoire. Tout, sans rien cacher. Elle m'a écoutée sans m'interrompre. Puis elle a dit « Colette, vous pensez avoir perdu votre fille, mais en réalité, vous ne l'avez jamais eue. Comment ça? Vous avez eu une idée de votre fille, une projection. Mais la vraie Estelle, celle qui dessinait, qui rêvait, qui aimait, vous ne l'avez jamais laissée exister. » Ces mots m'ont brisé, mais ils m'ont aussi libérée. Les mois suivants, j'ai fait un travail intérieur douloureux. J'ai relu toutes les lettres qu'Estelle m'avait envoyées pendant ces années d'études. Des lettres courtes, polies, vides. « Chère maman, tout va bien. Les cours sont intéressants. Je rentre ce week-end. Bisous. » Jamais une émotion, jamais une confidence, jamais un « je » véritable. J'ai aussi retrouvé un carnet, caché dans une boîte au grenier. Un carnet qu'Estelle avait dû oublier. À l'intérieur, des pages et des pages de dessins. D'elle. Toujours elle. Mais pas seulement. Il y avait aussi des mots, des fragments de phrases. Je ne sais plus qui je suis. Je voudrais crier, mais je n'ai plus de voix. Peut-être que si je disparaissais, elle comprendrait. J'ai refermé le carnet. Et j'ai compris. Elle avait laissé des traces. Partout. Tout le temps. Mais je n'avais jamais voulu les voir. En juin 2024, j'ai pris une décision. J'ai écrit une lettre. À Estelle. Je ne savais pas où l'envoyer. Je ne savais même pas si elle la recevrait un jour. Mais je devais l'écrire. Ma chérie, j'ai reçu ta lettre. Et j'ai compris. Tu as raison. Surtout. J'ai voulu te protéger, mais je t'ai emprisonné. J'ai voulu t'aimer, mais je t'ai étouffé. J'ai cru savoir ce qui était bon pour toi, mais je ne t'ai jamais demandé ce que toi, tu voulais. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande pas de revenir. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant. Et que si un jour tu veux me revoir, je serai là. Pas pour te dire quoi faire, pas pour te juger, juste pour t'écouter. Je t'aime. Et cette fois, c'est un amour qui te laisse libre.
Maman. J'ai mis cette lettre dans une enveloppe. Je l'ai adressée à Adrien Moreau, Lyon. Sans autre précision. Peut-être qu'elle ne lui parviendrait jamais. Peut-être qu'Estelle la déchirerait sans la lire. Mais je l'avais écrite. Et c'était déjà un début. Après avoir posté cette lettre en juin 2024, j'ai attendu. Pas une réponse. Je n'espérais pas vraiment de réponse. Mais un signe. N'importe quoi qui me dirait qu'elle l'avait reçu. Qu'elle l'avait lu. Les jours sont passés. Les semaines. Les mois. Rien. Et pendant tout ce temps, j'ai continué mon travail intérieur. L'été 2024 a été étrange. Mes amis m'invitaient à déjeuner, à des vernissages, à des concerts. Elles voulaient me distraire, me sortir de mon deuil. Colette, il faut que tu vives. Estelle aurait voulu que tu vives. Je souriais, je hochais la tête, je les remerciais. Mais à chaque fois je pensais, si elle savait qu'Estelle était vivante quelque part, qu'elle avait un fils, que je ne les reverrais peut-être jamais, si elle savait que ce n'était pas un deuil ordinaire, c'était le deuil d'une relation qui n'avait jamais vraiment existé. En août, Marguerite m'a invité à Bordeaux. Une semaine, pour changer d'air. J'ai accepté. Sa maison était lumineuse, pleine de vie. Ses 2 enfants, mes neveux, étaient là avec leurs propres enfants. Des rires, des cris, du désordre. Le premier soir, nous étions toutes les 2 sur la terrasse. Le soleil se couchait. Marguerite fumait une cigarette. Moi, je buvais un verre de vin blanc. Tu sais, Colette, je t'envie. Pourquoi? Parce que tu as eu le courage de regarder en face ce que tu avais fait. Moi, j'ai juste fui. Tu n'as rien fait de mal. Si, j'ai laissé mes enfants se débrouiller seuls, parce que j'avais trop peur de devenir comme maman. Résultat, ils ont grandi en pensant que je m'en fichais. Mais ils sont là, avec toi. Oui, mais ça m'a pris des années. Des excuses, de la thérapie. Elle a écrasé sa cigarette. Au final, on paie toujours, d'une façon ou d'une autre. J'ai regardé le ciel. Orange, rose, violette. Oui, on paie toujours. En septembre 2024, 1 an après la disparition d'Estelle, je suis retournée à la clinique de Levallois. Je ne sais pas pourquoi. Une impulsion, un besoin. J'ai garé ma voiture. Je suis restée assise, à regarder cette bâtisse. C'était ici que tout avait basculé. C'était ici que j'avais compris que ma fille préférait mourir plutôt que de me dire non. Je suis sortie de la voiture. J'ai marché jusqu'à l'entrée. Le hall était le même. Blanc, silencieux, propre. L'infirmière d'accueil m'a reconnue. « Madame Langlois? Bonjour, vous allez bien? Oui, je voulais juste… » Quoi? Quoi exactement? Revivre cette nuit? Comprendre quelque chose que je n'avais pas encore compris? Je voulais juste voir. Elle a hoché la tête, avec compassion. Je suis désolée pour votre fille. Merci. J'ai tourné les talons. Je suis repartie. Mais en remontant dans ma voiture, j'ai réalisé quelque chose. Je ne venais pas pour Estelle. Je venais pour moi, pour faire la paix avec ce que j'avais perdu. En octobre 2024, j'ai pris une autre décision. J'ai vidé la chambre d'Estelle. Cette chambre était restée intacte depuis son départ, comme un sanctuaire, comme si elle allait revenir un jour, mais elle ne reviendrait pas. Et garder cette chambre, c'était rester prisonnière du passé. J'ai commencé par les vêtements, pliés dans l'armoire. Certains dataient de son adolescence. Des pulls, des jupes, des robes qu'elle ne portait plus depuis des années. Je les ai sortis un par un. J'ai senti leur odeur, lavande, un peu de poussière. J'ai mis la plupart dans des cartons, pour les donner. Mais j'en ai gardé un pull bleu marine, celui qu'elle portait à 15 ans, quand elle rentrait du lycée et s'asseyait dans le jardin pour dessiner. Je l'ai plié soigneusement. Je l'ai mis de côté. Ensuite, les livres, des romans, des manuels d'école, des carnets de notes. Et puis, tout au fond de l'étagère, j'ai trouvé quelque chose. Un autre carnet. Petit, rouge, usé. Je l'ai ouvert. Les premières pages étaient vides. Puis, au milieu, des lignes. Une écriture serrée, nerveuse. Aujourd'hui, maman a dit que mes dessins étaient morbides. Je ne sais pas quoi répondre. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je suis morbide. J'ai rompu avec Mathieu. Maman dit que c'est mieux comme ça. Je ne sais plus ce que je pense. Je ne sais plus ce que je veux. Parfois, j'imagine que je pars. Loin, très loin. Que je change de nom. Que je deviens quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est normal de ne pas se sentir chez soi dans sa propre vie? J'ai refermé le carnet.
Mes mains tremblaient. Toutes ces années, elle avait écrit. Elle avait laissé des traces. Et moi, je n'avais jamais cherché à les lire. Parce que je ne voulais pas savoir. Parce que savoir aurait signifié remettre en question tout ce que je croyais juste. J'ai passé la journée entière à vider cette chambre. Les tiroirs, les placards, les étagères. À chaque objet, un souvenir. À chaque souvenir, une douleur. Mais aussi, peu à peu, une forme de libération. Parce que vider cette chambre, c'était accepter. Accepter qu'Estelle ne reviendrait pas. Accepter que notre relation était terminée. Peut-être pour toujours, peut-être pas. Mais en tout cas, pas comme avant. Le soir, j'ai appelé Marguerite. J'ai vidé la chambre d'Estelle. Un silence. Comment tu te sens? Triste, mais soulagée. C'est bien, Colette. C'est un pas. Oui. Tu sais, peut-être qu'un jour, elle reviendra. Peut-être. Ou peut-être pas. Et tu seras prête? Je ne sais pas. Mais au moins, je ne serai plus la même. En novembre 2024, quelque chose d'étrange s'est produit. Un matin, en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une enveloppe, sans timbre, déposée à la main. Mon cœur s'est mis à battre très fort. L'écriture, je la reconnaissais, celle d'Estelle. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une seule phrase, écrite au stylo bleu. J'ai reçu ta lettre. Merci. Rien d'autre. Pas de signature, pas d'adresse, pas de date. Juste ces 5 mots. J'ai reçu ta lettre. Merci. Je me suis assise sur le canapé. J'ai relu cette phrase 10 fois, 20 fois. Elle avait reçu ma lettre. Elle l'avait lue. Et elle m'avait répondu. Pas avec des reproches, pas avec de la colère, juste avec un merci, un tout petit merci. Mais c'était déjà énorme. Ce soir-là, j'ai sorti cette vieille photo d'Estelle, celle que je portais toujours dans mon sac. Cette petite fille de 5 ans, robe blanche, sourire timide. Et pour la première fois depuis des mois, je ne l'ai pas regardée avec tristesse. Je l'ai regardée avec espoir. Peut-être qu'un jour, nous nous reverrions. Peut-être pas. Mais ce qui comptait, c'était que j'avais enfin compris. Aimer quelqu'un, ce n'est pas décider pour lui. C'est le laisser libre. Même si cette liberté nous éloigne. Même si cette liberté fait mal. Après avoir reçu cette réponse d'Estelle en novembre 2024, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas de la joie, pas du soulagement non plus. C'était quelque chose de plus calme, de plus profond, une forme de paix. Elle m'avait entendu, et c'était suffisant. Les semaines suivantes, j'ai continué mon travail avec le docteur Moreau. Un jeudi après-midi de décembre 2024, nous étions assises dans son cabinet. La pluie cognait contre les vitres. Elle m'a demandé « Colette, si Estelle était devant vous maintenant, que lui diriez-vous » J'ai réfléchi longtemps. Je lui dirais « Je suis désolée. » Pourquoi exactement? Pour tout. Pour avoir décidé à sa place. Pour ne pas l'avoir écoutée. Pour avoir confondu amour et contrôle. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle vous dise? J'ai fermé les yeux. Rien. Je n'attends rien d'elle. Vraiment? Oui, parce que je comprends maintenant. Elle ne me doit rien. Ni pardon, ni explication, ni retour. Docteur Moreau a souri. Vous avez beaucoup avancé, Colette. Peut-être, mais c'est trop tard. Trop tard pourquoi? Pour réparer. Réparer quoi? Le passé ne se répare pas. Il se comprend. Et ensuite, on avance. Ces mots sont restés gravés en moi. Le passé ne se répare pas. Il se comprend. En janvier 2025, j'ai pris une décision importante. J'ai vendu la maison de Neuilly. Cette grande maison où Estelle avait grandi, où Philippe était mort, où j'avais vécu seule pendant toutes ces années. Cette maison était pleine de fantômes. Mes amis étaient choqués. Colette, tu es sûre? C'est ta maison. Tous tes souvenirs sont là. Justement. Mais où vas-tu aller? Je ne sais pas encore, mais je ne peux plus rester ici. Et c'était vrai. Chaque pièce me renvoyait à des moments où j'avais fait les mauvais choix. Le salon, où j'avais dit à Estelle que Mathieu n'était pas pour elle. La cuisine, où j'avais insisté pour qu'elle étudie le commerce plutôt que les beaux-arts. Sa chambre, que je venais de vider, mais qui résonnait encore de son silence. Non, je ne pouvais plus. J'ai trouvé un petit appartement dans le 10e arrondissement. 2 pièces, lumineux, simple. Rien à voir avec Neuilly. Marguerite est venue m'aider à déménager en février 2025. Tu es sûre de toi, Colette? Oui, c'est un sacré changement. J'ai besoin de changement. Nous avons emballé les cartons, trié les meubles, donné beaucoup de choses. Je n'ai gardé que l'essentiel.
Et cette photo, celle d'Estelle enfant, toujours dans mon sac. Le jour du déménagement, j'ai fait une dernière chose. J'ai marché dans le jardin, celui où Estelle s'asseyait pour dessiner. L'herbe était haute. Les rosiers n'avaient pas été taillés depuis des mois. Je me suis assise sur le banc, le même où elle s'asseyait, et j'ai fermé les yeux. J'ai imaginé Estelle, 15 ans, carnet à la main, crayon entre les doigts. Elle levait les yeux vers moi, timide, hésitante. « Maman, tu veux voir ?» Et dans mon imagination cette fois, je répondais différemment. « Oui, ma chérie, montre-moi. » Je regardais ses dessins, sans juger, sans critiquer. « C'est beau, continue. » Et elle souriait. Un vrai sourire. Bien sûr, ce n'était qu'une imagination. La réalité, c'est que je n'avais jamais dit ça. Mais au moins, maintenant, je savais ce que j'aurais dû dire. Dans mon nouvel appartement, j'ai recommencé à vivre. Différemment. J'ai rejoint un atelier de peinture. Quelque chose que je n'avais jamais fait. Quelque chose que je m'étais toujours interdit. La peinture, c'est pour les artistes, pas pour les gens sérieux. C'était ce que ma mère disait. C'était ce que je m'étais répété toute ma vie. Mais maintenant, je voulais essayer. Le premier cours, j'étais terrifiée. Il y avait une dizaine de personnes, toutes plus jeunes que moi, toutes plus douées. Le professeur, un homme d'une quarantaine d'années avec des lunettes rondes, nous a dit « Aujourd'hui, on ne peint pas quelque chose de précis. On peint ce qu'on ressent. » J'ai regardé ma toile blanche, mon pinceau, mes couleurs, et je ne savais pas quoi faire. Parce que toute ma vie, j'avais suivi des règles, des modèles, des attentes. Mais là, on me demandait de peindre ce que je ressentais, et je ne savais même pas ce que je ressentais. J'ai commencé par du bleu, sombre, profond, puis du gris, du noir, puis, sans réfléchir, j'ai ajouté une touche de jaune, timide, au milieu. À la fin du cours, le professeur est passé devant ma toile. C'est intéressant. On sent une lutte entre l'ombre et la lumière. C'est ce que je ressens. Continuez. Et j'ai continué. Les mois ont passé. Mars, avril, mai 2025. Je peignais chaque semaine. Des toiles abstraites, sombres au début, puis, peu à peu, avec plus de couleurs. Je ne montrais mes peintures à personne. Ce n'était pas pour ça. C'était pour moi, pour apprendre à exprimer ce que je n'avais jamais su dire. Un soir de juin 2025, j'ai reçu un appel, un numéro inconnu. Allô ? Un silence, puis une voix, faible, hésitante. Maman ? Mon cœur s'est arrêté. Estelle ? Oui, c'est moi. Je me suis assise. Mes jambes ne me portaient plus. Tu vas bien ? Oui, je vais bien. Et ton fils ? Il va bien aussi ? Il a 2 ans maintenant. 2 ans. Mon petit-fils avait 2 ans. Et je ne l'avais jamais vu. Comment il s'appelle ? Un silence. Léo. C'est joli. Un long silence. Maman, je t'appelle parce que j'ai lu ta lettre. Plusieurs fois. Oui. Et je voulais te dire merci. Tu n'as pas à me remercier. Si. Parce que pour la première fois, tu m'as écouté. Vraiment écouté. Ma gorge s'est serrée. Je suis désolée, Estelle. Pour tout. Je sais. Je ne te demande pas de revenir. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Je sais. Un silence. Long. Lourd. Un jour, peut-être, on pourra se revoir. Mais pas maintenant. J'ai besoin de temps. Prends tout le temps dont tu as besoin. Merci, maman. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi, à ma façon. Et elle a raccroché. Je suis restée assise longtemps, le téléphone à la main. Elle avait appelé, elle m'avait parlé, elle m'avait dit qu'elle m'aimait, à sa façon. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était déjà tout. Ce soir-là, j'ai sorti ma toile, celle que je peignais depuis des semaines, et pour la première fois, j'ai ajouté du blanc, beaucoup de blanc, de la lumière. Après cet appel de juin 2025, j'ai vécu dans un état étrange, entre espoir et acceptation. Estelle m'avait parlé. Elle m'avait dit qu'un jour, peut-être, nous nous reverrions. Mais elle avait aussi dit « pas maintenant ». Et j'ai respecté ça. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas cherché à la joindre. Je n'ai pas insisté. Parce que pour la première fois de ma vie, j'avais compris quelque chose d'essentiel. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le retenir, c'est le laisser partir. L'été 2025 a été le plus paisible que j'ai connu depuis des années. Je continuais mes cours de peinture, je voyais mes amis, je marchais dans Paris, je vivais, simplement, sans attendre, sans espérer.
sans contrôler. Un matin d'août, en achetant du pain à la boulangerie de mon quartier, j'ai croisé une jeune femme avec un enfant. Un petit garçon de 2 ou 3 ans. Blond, les yeux clairs. Il riait, il courait. Sa mère lui courait après en souriant. « Léo, attends-moi !» Mon cœur s'est serré. Léo, comme mon petit-fils. J'ai regardé cette mère et cet enfant s'éloigner. Et j'ai pensé à Estelle. Quelque part, elle vivait ce moment. Elle courait après son fils. Elle riait. Elle était libre. Et moi, je n'en faisais pas partie. C'était douloureux, mais c'était juste. En septembre 2025, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel de Marguerite. Sa voix était étrange, tendue. « Mais Colette, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe ? C'est maman. Mon sang s'est glacé. »« Quoi, maman ? » ?»« Elle est à l'hôpital. AVC. Grave. Geneviève avait 89 ans. Elle vivait seule dans sa maison de Versailles depuis la mort de mon père, il y a plus de 20 ans. Marguerite et moi n'avions jamais été très proches d'elle. Nous la voyions aux fêtes, aux anniversaires, par obligation plus que par envie. Mais là, c'était différent. Je suis partie pour Versailles le lendemain. Marguerite était déjà là. Nous sommes entrés dans la chambre d'hôpital ensemble. Geneviève était allongée, immobile, branchée à des machines, les yeux fermés. Le médecin nous a dit qu'elle ne se réveillerait probablement pas. Quelques jours, peut-être une semaine. Marguerite et moi avons passé cette semaine à l'hôpital, à tour de rôle, en silence. Un soir, j'étais seule avec Geneviève. Il était tard. L'hôpital était silencieux. Je la regardais. Son visage creusé, ses mains osseuses posées sur le drap blanc. Et pour la première fois, je l'ai vue différemment. Pas comme la mère autoritaire, pas comme la femme froide, mais comme une femme qui avait eu peur, peur de manquer, peur de perdre, peur de ne pas protéger ses filles, et qui, pour combattre cette peur, avait tout contrôlé, exactement comme moi. Je me suis penchée vers elle. « Maman, je te comprends maintenant. » Elle n'a pas bougé. Elle ne pouvait pas m'entendre. Mais j'ai continué. « Tu as fait ce que tu pensais être juste, comme moi, et tu as perdu tes filles, comme moi. » Ma voix tremblait. « Mais tu sais quoi ? Je ne t'en veux plus. Parce que maintenant, je sais ce que c'est, de vouloir tellement protéger qu'on finit par étouffer. » J'ai pris sa main, froide, fragile. « Tu as fait de ton mieux, avec ce que tu avais, avec ce que tu savais. » Et j'ai pleuré. Pas pour elle, pas vraiment. Mais pour nous toutes, Geneviève, moi, Estelle, toutes ces femmes qui avaient confondu amour et contrôle, et qui avaient payé le prix. Geneviève est morte 3 jours plus tard, le 15 septembre 2025. Les obsèques ont eu lieu à Versailles. Une petite cérémonie. Quelques amis, quelques voisins. Marguerite a lu un texte. Sobre, respectueux, sans mensonge. Notre mère était une femme de devoir, une femme de principe. Elle a vécu selon ses convictions. Et aujourd'hui, nous lui disons au revoir. Après la cérémonie, Marguerite et moi sommes retournés à la maison de Geneviève. Nous devions trier ses affaires. Dans sa chambre, nous avons trouvé des cartons, pleins de lettres, de photos, de souvenirs, des lettres que nous lui avions écrites, enfant, des dessins que nous avions faits, et puis, tout au fond d'un tiroir, un carnet. Marguerite l'a ouvert, a lu quelques lignes, puis elle me l'a tendu. « Regarde !» C'était le journal de Geneviève, écrit pendant les années 80, quand nous étions adolescentes. Marguerite s'éloigne de moi. Je la sens partir. Je ne sais pas comment la retenir. J'ai peur qu'elle fasse des erreurs. J'ai peur qu'elle souffre. Alors je dis non. À tout. Peut-être que je me trompe. Mais je ne sais pas faire autrement. Colette est plus docile. Elle m'écoute. Elle obéit. C'est plus simple. Mais parfois, je me demande si ce n'est pas pire. Si en obéissant, elle ne perd pas quelque chose d'essentiel. Et je veux qu'elle soit heureuse. Mais comment ? Comment protège-t-on ses enfants sans les briser ? J'ai refermé le carnet. Ma mère avait su. Elle avait su qu'elle les étouffait. Elle avait su qu'elle les perdait. Mais elle n'avait pas su s'arrêter. Exactement comme moi. Tu vois, Colette, Marguerite avait les yeux rouges. On croit toujours qu'on fait mieux que nos parents. Mais au final, on fait juste différemment. Peut-être. Ou peut-être qu'on apprend. Trop tard. Mais on apprend. Elle a hoché la tête. Tu crois qu'Estelle reviendra un jour ? Je ne sais pas. Mais si elle revient, je serai prête. Prête comment ? Prête à l'écouter. Vraiment. Sans jugement. Sans attente. Marguerite a souri. Tristement. Tu as changé, Colette. Oui. Mais ça m'a coûté ma fille.
Peut-être, ou peut-être que tu l'as libéré. En rentrant à Paris ce soir-là, j'ai repensé à tout. À Geneviève, à Philippe, à Estelle, à Léo, toutes ces générations, toutes ces blessures. Et je me suis dit quelque chose. Le karma, ce n'est pas une punition venue de l'extérieur. C'est la conséquence naturelle de nos choix. Geneviève avait contrôlé. Elle avait perdu ses filles. Moi, j'avais contrôlé. J'avais perdu Estelle. Et Estelle. Estelle avait eu le courage de briser le cycle, de partir, de dire non, de protéger son fils. Un soir d'octobre 2025, j'ai reçu une nouvelle lettre, encore une fois, sans timbre. Déposée à la main. L'écriture d'Estelle. Maman, j'ai appris pour grand-mère. Je suis désolée. Je sais que vous n'étiez pas proche, mais c'était ta mère. J'espère que tu vas bien. Léo grandit vite. Il commence à parler. Il dit maman, papa, encore. Un jour, je lui parlerai de toi. Pas de celle que tu étais, mais de celle que tu deviens. À bientôt, peut-être. Estelle. J'ai lu cette lettre 100 fois. De celle que tu deviens. Elle voyait. Elle comprenait. Et elle me laissait une porte ouverte. Pas pour aujourd'hui, pas pour demain, mais pour un jour. Cette nuit-là, j'ai sorti cette vieille photo d'Estelle, celle que je portais toujours. Et pour la première fois, je l'ai posée dans un cadre, sur ma table de nuit, pas pour m'accrocher au passé, mais pour me rappeler d'où je venais et où je voulais aller. Le karma avait fait son œuvre. J'avais perdu ce que j'avais voulu contrôler. Mais dans cette perte, j'avais trouvé quelque chose d'autre. La liberté, la mienne et la sienne. Nous sommes aujourd'hui en décembre 2025, 2 ans et 3 mois après cette nuit terrible où j'ai cru perdre ma fille. 2 ans et 3 mois depuis que j'ai compris que je ne l'avais jamais vraiment eue. Ce matin, je me suis réveillée dans mon petit appartement du 10e arrondissement. La lumière entrait doucement par la fenêtre. Paris s'éveillait. Je me suis levée. J'ai préparé mon café. J'ai regardé cette photo d'Estelle encadrée sur ma table de nuit. Cette petite fille de 5 ans, robe blanche, sourire timide. Et je lui ai souri en retour. Ma vie aujourd'hui est simple, presque humble. Je peins 2 fois par semaine. Mes toiles ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais elles sont honnêtes. Elles racontent ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris. Je vois mes amies, pas toutes. Certaines se sont éloignées quand j'ai vendu la maison de Neuilly. Elles ne comprenaient pas. Mais celles qui sont restées sont les vraies, celles qui m'aiment sans juger. Je vois Marguerite régulièrement. Nous parlons de Geneviève, de nos erreurs, de nos regrets, et nous rions. Parce qu'au fond, c'est tout ce qu'on peut faire. Rire de nos bêtises et essayer de faire mieux. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un message. Un numéro que je ne connaissais pas. Maman, c'est Estelle. J'aimerais qu'on se voie. Si tu veux. Pas à Paris. Quelque part de neutre. Qu'en penses-tu? Mon cœur s'est mis à battre très fort. J'ai relu ce message 10 fois. 20 fois. Puis j'ai répondu simplement « Oui, quand tu veux. Où tu veux. » Elle m'a proposé Lyon. Dans un parc. Le samedi 20 décembre. Juste toi et moi. Pas Léo. Pas encore. J'ai accepté. Ce samedi-là, je me suis levée à l'aube. J'ai pris le premier train pour Lyon. Pendant tout le trajet, j'ai essayé de ne penser à rien. Mais c'était impossible. J'avais peur. Peur de dire les mauvais mots. Peur de la décevoir encore. Peur qu'elle me regarde et ne voie que la mer qui l'avait étouffée. Le parc était presque vide. Un matin d'hiver, froid, sec. Je me suis assise sur un banc, comme elle me l'avait demandé. Et j'ai attendu. 10 minutes plus tard, je l'ai vue. Elle marchait vers moi, lentement. Elle portait un long manteau beige, un bonnet de laine. Ses cheveux étaient plus longs qu'avant. Elle avait changé. Mais c'était elle, ma fille. Elle s'est assise à côté de moi. Pas trop près, pas trop loin. Nous sommes restées silencieuses un moment. Puis elle a dit « Bonjour maman. Bonjour ma chérie. » Encore un silence. « Tu vas bien ? » « Oui. Et toi ? » « Oui. » Un silence plus long, pesant, mais pas désagréable. Puis elle a parlé. « J'ai beaucoup réfléchi, tu sais, à ce que j'ai fait, à toi, à nous, moi aussi. Et je ne regrette pas d'être partie, parce que j'en avais besoin. Je sais, mais... » Elle a hésité, puis elle a continué. « Mais j'ai aussi compris que tu avais fait ce que tu pensais être juste. Oui, mais je me trompais. Peut-être, ou peut-être que tu faisais juste ce que ta mère avait fait avec toi. » J'ai hoché la tête. « Oui, exactement. » Nous avons marché, côte à côte, en silence. Puis elle a dit « Maman,
Je ne veux pas qu'on efface le passé, parce que ça fait partie de nous. Oui, mais je veux qu'on construise autre chose, quelque chose de nouveau, si tu es d'accord. Bien sûr que je suis d'accord, mais à mes conditions? J'ai souri, tristement. Oui, à tes conditions. Elle s'est arrêtée, m'a regardé droit dans les yeux. Je ne veux plus que tu décides pour moi, ni pour Léo. Je ne le ferai plus. Je ne veux plus que tu me donnes ton avis sans que je te le demande. D'accord. Et je ne veux plus que tu me culpabilises. D'accord. Tu peux faire ça? J'ai pris une grande inspiration. Je vais essayer, et si je me trompe, tu me le diras. Elle a souri, un tout petit sourire. Oui, je te le dirai. Nous avons marché encore, longtemps. Puis elle m'a parlé de Léo, de sa vie, de son travail. Elle était graphiste freelance. Elle gagnait sa vie. Elle était heureuse. Et Adrien? Il va bien. Il travaille dans un cabinet d'avocats. On est bien. Tant mieux. Tu sais, maman, c'est lui qui a eu l'idée de tout mettre en scène. Je m'en doutais. Au début, je ne voulais pas. Je trouvais ça trop cruel. Mais il m'a dit, si tu ne le fais pas, tu ne partiras jamais. Et tu te perdras. Il avait raison. Elle a hoché la tête. Oui, en fin d'après-midi, nous nous sommes assises sur un autre banc, face à un lac. Maman, un jour, je te présenterai Léo. Mon cœur s'est serré. Vraiment? Oui, mais pas tout de suite. Il faut d'abord que nous, on apprenne à se retrouver. Prends tout le temps dont tu as besoin. Merci. Elle m'a regardée, longuement. Tu as changé, maman. Oui, tu es plus douce. J'ai appris, à mes dépens. Je suis désolée que ça t'ait coûté si cher. Non, ne sois pas désolée, parce que maintenant je comprends. Et c'est tout ce qui compte. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras. Pas longtemps, mais elle l'a fait. À bientôt, maman. À bientôt, ma chérie. Et elle est partie. Dans le train du retour, j'ai regardé le paysage défiler. Les champs, les villages, le ciel gris. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de regret, de gratitude. Parce que ma fille m'avait donné une seconde chance. Une chance de l'aimer autrement. Une chance d'être une meilleure mère. Même si c'était trop tard pour réparer le passé. Ce soir, de retour chez moi, j'ai sorti une toile. Une nouvelle. Et j'ai peint. Pas du bleu, pas du gris, pas du noir, mais du jaune, du rose, du blanc, de la lumière, beaucoup de lumière. Si je devais dire quelque chose à toutes les mères qui m'écoutent, ce serait ceci. Aimer, ce n'est pas protéger à tout prix. Ce n'est pas décider. Ce n'est pas contrôler. Aimer, c'est laisser libre. Même si cette liberté nous éloigne. Même si cette liberté fait mal. Parce qu'au final, la seule chose qu'on puisse vraiment offrir à ceux qu'on aime, c'est la possibilité d'être eux-mêmes. Ma fille a dû mettre en scène sa propre mort pour que je comprenne ça. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, je peux enfin dire « Merci, Estelle. Merci de m'avoir forcé à me regarder en face. Merci de m'avoir appris que l'amour, le vrai, celui qui libère, c'est le seul qui vaille la peine. Je m'appelle Colette Langlois. J'ai 62 ans. Et si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.